agents du ministère de l'économie et des finances vont passer cette nuit dans la déception et le découragement. Leur intégration à la fonction publique a été annulée par le ministère de la fonction publique. Leur réaction dès le début de ce journal. Seyni Oumarou est désormais le haut représentant du président de la République. À suivre dans cette édition les réactions de quelques citoyens et l'éclairage d'un constitutionnaliste par rapport à la création de ce poste. Vendredi 21 octobre 2016, merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour saint. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une mauvaise nouvelle pour les agents du ministère de l'économie et des finances récemment recrutés à la fonction publique. Ainsi par arrêté numéro 1586/MFP/RA/DDC du 19 octobre 2016, leur concours a été purement et simplement annulé pour un manquement constaté dans l'organisation du concours, notamment des copies non retrouvées et des notes rehaussées. Ils sont au total 452 agents concernés. Une nouvelle tombée à leur grande déception. Reportage Ousmane Sidikou et Sadoudoumi. L'arrêté leur est tombé comme un couperet sur la tête en ce vendredi si noir pour eux, qu'ils ne sont pas loin d'oublier jusqu'au dernier instant de leur vie. C'est l'arrêté numéro 1586/MFP/RA/DDC du 19 octobre 2016, portant annulation du concours de recrutement de 452 agents pour le compte du ministère de l'économie et des finances. C'est pourquoi aussi, ils ont l'impression que le ciel leur est tombé dessus. Contre toute autre attente, le 19 octobre, le ministre sortant, M. Waziri, prend un arrêté numéro 1586 pour dire que le concours du ministère des Finances est annulé. Et il donne 3 motifs. Le premier motif, il dit que les anonymats ont été faits de manière fantaisiste, qu'il y avait des copies qui ont disparu, disparition des copies, et que les notes ont été rehaussées. Je rappelle au passage que le 17 octobre 2016, le ministre délégué au budget nommait 18 régisseurs parmi nos camarades issus de ce concours. Donc, nous, on ne comprend pas. Certes, abasourdis par un tel arrêté ministériel qu'ils sont loin de s'expliquer. Ils comptent le combattre avec la dernière énergie et ne comptent pas s'arrêter là. C'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui, pour dire que nous sommes dans un état de droit quand même. Les gens, le temps a fini par donner des droits aux gens. Même s'il faut révoquer les gens, il faut d'abord respecter la procédure qui est pendante selon les dires du ministère, qui est pendante au niveau de la juridiction. Maintenant, contre toute autre attente, ils contournent la justice. Et le 19, le jour de leur remaniement, le ministre signe un arrêté qui annule le concours. Donc c'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui, parce que nous allons user, n'est-ce pas, de tous les moyens légaux pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Parce que nous ne sommes pas dans la jungle, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un état de droit et il faut respecter les procédures au moins de révocation des agents. Maintenant, nous ne sommes plus, à notre sens, dans une phase de concours, nous sommes en face des agents de l'État régis par le statut général de la fonction publique qui sont en conflit avec l'administration centrale. Nous allons, n'est-ce pas, dès les prochains jours, nous mettre en action pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Après 10 mois d'intégration, au cours desquels la grande majorité parmi eux ont leur matricule et bénéficient des avantages liés à leur fonction, cette annulation vient ainsi se greffer à plusieurs autres préalablement et elle intervient juste au lendemain de la composition d'un gouvernement composé de 42 ministres, lequel gouvernement dont la composition est en ce moment sous les feux de critique. Affaire donc à suivre. Hormis certains secteurs prioritaires, aucun recrutement à la fonction publique ne sera fait en 2017. C'est le ministre en charge du budget qui l'a annoncé le vendredi dernier à l'occasion de la présentation du budget 2007. C'était devant les députés nationaux. Une décision rejetée en bloc par les centrales syndicales des travailleurs du Niger. Retrouvons Ousmane Sidikou et Chebou Guissou.
Abstraction faite de certains secteurs au corps recrutement en perspective à la fonction publique. Les mots étaient lâchés à la présentation solennelle du budget 2017 devant la représentation nationale par le ministre délégué au budget. Pour ce qui est des dépenses de personnel, de limiter le recrutement uniquement dans les secteurs où c'est vraiment prioritaire. Ici, il est question pour le recrutement ne va continuer que dans le secteur, par exemple, de la sécurité. À ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de doute que la nécessité s'impose de continuer le recrutement au regard du contexte assez tendu. Par contre, il y a aussi d'autres secteurs où le recrutement s'impose et doit continuer, notamment au niveau des régies pour la mobilisation des ressources, et les secteurs sociaux de base où le recrutement va continuer, mais aussi la base d'une évaluation approfondie des besoins et des profils destinés à alimenter ces secteurs-là. Effet boomerang au niveau des centrales syndicales chez qui la nouvelle est tombée comme ce cheveu dans la soupe. De tels propos, chez nous, ça produit l'effet des chocs, comme on dit, parce que nous avons la conviction que le développement de tout un pays se fait sur la base du travail. Et le travail ne peut se faire qu'avec des ressources humaines en qualité et en quantité. Et donc quand dans un pays on dit qu'on réduit le recrutement, particulièrement à la fonction publique où on sait que les secteurs nerveux, en tout cas de l'économie nationale, sont là-bas, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Moi je pense que c'est une mauvaise décision au niveau du gouvernement. Il n'y a pas de raison qu'au cours de toute une année qu'on dise qu'il n'y aura pas de recrutement au niveau des agents de l'État. Il y a des secteurs qui ont un besoin important de personnel. Donc, quelles qu'en soient les difficultés financières, on ne doit pas dire qu'il n'y aura pas de recrutement. Pour ces dernières, dans une administration, tous les secteurs se valent, même si elles sont conscientes de certains défis du moment. Pour nous, c'est la situation économique du moment qui l'impose. On ne peut pas être dans un contexte sécuritaire tel que le nôtre aujourd'hui, où vraiment on vit des incursions, des djihadistes jusqu'à la porte de la capitale, où on vit des attaques journalières dans certaines zones de notre pays, où des gens impunément ils arrivent à pénétrer notre territoire jusqu'à poser des forfaitures de ce genre et disparaître dans la nature. Ça veut dire que le défi est grand. Un État ne doit pas venir dire que je ne recrute pas pour toute une année. Un État doit voir en fonction de ses moyens ce qu'il peut recruter au cours d'une année. Il y a un besoin du personnel à tous les niveaux. Et ce besoin du personnel, il faut le satisfaire, même si c'est à un seuil acceptable. Une mesure en apparence qui est loin d'agréer l'assentiment de ces centrales syndicales, pour qui l'arbre cacherait la forêt quelque part, et que cette mesure cacherait aussi d'autres desseins inavoués. Le président du MNSD, Nassara Seyni Omar, est désormais le haut représentant du président de la République, Issifou Mamadou. La création de ce poste a été annoncée hier jeudi à travers un décret. Une décision que certains citoyens cherchent à comprendre le contour. Reportage à Nafissa Hassan et Chebigiso. Une première au Niger, un poste de haut représentant du président de la République. Il est attribué au président du MNSD Nassara Seyni Oumarou, ainsi récompensé après la décision de son parti de soutenir le président de la République. La création du poste de haut représentant du président de la République au centre des débats au Niger. C'est une notion nouvelle pour nous, ça je l'ai dit, parce que quelque part dans la Constitution, je n'ai pas retrouvé quand même ce terme-là et cette responsabilité. C'est pourquoi je me pose la question, quelle est la nature de cette responsabilité accordée à M. Seyni Omar. Nous avons constaté avec étonnement qu'il y a eu une nomination d'un poste, ou la création d'un poste que nous ne connaissons pas d'habitude ici au Niger, que les Nigériens ne connaissent pas. Nous, ce que nous savons, c'est qu'il y a des postes qui sont reconnus, qui font office de loi, office de principe, et qui ne figurent pas dans la constitution de ce pays que nous avons parcouru. Ce titre est un titre qui suscite beaucoup d'interrogations. Beaucoup de Nigériens comme moi cherchent à savoir haut représentant,
Haut par rapport à quoi? Personnellement, de mon point de vue, le premier représentant du président de la République qui traduit son plan en des actions concrètes, c'est le Premier ministre. Une nomination qu'il qualifie de manœuvre politique. Nous avons compris qu'il s'agit de questions politiques et bien entendu, il faudrait créer aussi des responsabilités purement politiques et politiciennes. Il faudrait donner des attributions à celui qui accepte de marcher avec le gouvernement, à celui qui accepte de jouer la carte, n'est-ce pas, de seigneur, comment ça s'appelle, de Gouri et autres là. Moi, honnêtement, en tant que citoyen, ce n'est pas ma première déception, ce n'est pas encore la seconde. Nous sommes aujourd'hui les routiniers de la déception de ce gouvernement-là. Cette classe politique, dans son ensemble, vient d'affirmer le divorce avec la volonté populaire. Elle vient de confirmer que le peuple n'a jamais été au sommet de ses préoccupations. Elle vient de montrer à tous les Nigériens que les gens vont faire des nominations, ils vont gérer le pays tel un parti politique, tel une FADA, de sorte que ceux qui les ont soutenus aux élections puissent se retrouver. Entre autres nouvelles missions de Seyni Oumarou est de conduire et gérer les projets à caractère politique, économique et ou social, à lui confier par le président de la République. Le haut représentant du président aura son propre cabinet, un attaché protocole, un attaché financier, celui de la presse et des conseillers. Et puis cet éclairage du constitutionnaliste relativement à la création du poste du haut représentant du président de la République. Selon Dr Maïna Karté, il n'y a pas d'entorse à la Constitution, mais à condition que Seyni Oumar n'assume pas des rôles déjà dévolus au Premier ministre ou à des institutions de la République prévues par la Constitution de la 7e République. On écoute Maïna Karté. Nous avons plusieurs institutions de la République qui fonctionnent et qui ne sont pas prévues dans la Constitution. Je vais rapidement en évoquant le Haut Conseil des collectivités territoriales pendant la 5e République, qui était une institution pas des moindres et qui n'était pas prévue dans la Constitution. Nous avons en ce moment, par exemple, le médiateur de la République. Et nous avons le CNDP, qui est créé par décret. Nous avons d'autres institutions comme la Halcia, qui sont des institutions qui, n'est-ce pas, épaulent l'exécutif dans la manière de gouverner. Maintenant, pour instituer un vice-président, là, il faut une réforme de la Constitution, comme c'est le cas présentement en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est en train de proposer aux Ivoiriens un nouveau texte constitutionnel qui va consacrer un certain nombre de réformes, entre autres la création d'un poste de vice-président et même du Sénat. Ça, ce sont des réformes fondamentales. Il faut forcément une modification de la Constitution. Mais le haut représentant, c'est tout simplement un haut fonctionnaire politique chargé d'assumer des missions politiques, administratives, des missions commerciales, des missions diplomatiques, n'est-ce pas, auprès d'instances bien définies. Et je pense que il ne faut pas penser à un amalgame avec peut-être un prétendu poste de vice-président ou bien un nombrage, par exemple, à la primature. Les attributions du Premier ministre sont constitutionnellement définies. Et je suis certain que les attributions du haut représentant ne constitueront pas une ponction de celle du Premier ministre, qui a des attributions bien déterminées comme la suppléance, comme l'intérim. Ici, le haut représentant, c'est qu'il y a des missions chères à un chef d'État, à un exécutif, et qui ne sont pas fondamentalement définies dans les textes. C'est vraiment la haute diplomatie secrète. C'est certaines attributions sur le plan national, c'est certaines attributions sur le plan régional ou international. Et le haut représentant, il peut être auprès d'une institution internationale, il peut être auprès d'une cause, il peut être représentant auprès d'une crise, auprès d'un cycle de négociation. Donc, tout dépend du décret qui va préciser ces attributions. Certainement, il y aura un décret qui sera édicté par l'exécutif et qui va, de façon concise, dire les attributions du haut représentant du président de la République.
Et c'est en ce moment qu'on va savoir vers où l'on va. Et c'est dans la manière aussi d'assumer ces fonctions-là que le peuple va comprendre de quoi il s'agit. Et je pense que quant à la nature, il n'y a pas fondamentalement une entorse à la Constitution. L'essentiel est que le haut représentant du chef de l'État n'assume pas des responsabilités déjà dévolues à des institutions constitutionnellement définies. En ce moment, il y aura un amalgame et une usurpation du rôle. Le deuxième gouvernement de la 7e République a, comme vous le savez, été formé le mercredi dernier. Un gouvernement qui intervient dans un contexte socio-économique et sécuritaire particulier au Niger. Les défis sont donc énormes pour la nouvelle équipe du Premier ministre Brigitte Raffini. Quelles sont les attentes du citoyen? Je vous propose de suivre leur réaction. On fait des élections triquées, usurper le droit du peuple et on revient encore à toutes les pièces. On nous fait comprendre qu'on crée un gouvernement d'union. Non, je suis désolé. On ne peut pas créer un gouvernement d'union nationale dans ce sens, dans le but de dilapider le bien du peuple. Ça ne se fait pas. Ça, c'est une moquerie. Alors, ce qui me fait choquer, ce qui est recommandé dans une démocratie digne de son nom, qui se respecte et qui se respecte ses aboutissants et ses tenants, on doit avoir une mouvance et une opposition. Mais contrairement, pour le cas de Niger, on ne parle plus. Nous, c'est avec toute amertume que nous constatons ces dilatoires des hommes politiques nigériens qui sont en train de prendre en otage même les pays. Sinon, comment comprendre une opposition qui a déclaré ouvertement et publiquement que ce gouvernement il est illégitime? Et aujourd'hui, on constate avec regret que ces individus-là reviennent pour dire qu'ils sont prêts à faire un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que nous comprenons aisément ces individus n'ont aucune prise de conscience de l'intérêt national, ni ils n'ont aucune pitié pour le peuple nigérien. Au regard de la composition du nouveau gouvernement, je me suis dit que c'est juste un partage en tout cas des gâteaux que les autorités sont en train de faire pendant cette 7e République. C'est ça mon impression. De voir vraiment les ministres, chacun dans son département ministériel, travaille au nom du pays et non pour un parti politique. Tous les ministres doivent vraiment mettre en tête qu'ils sont des représentants de la population du Niger et non des représentants d'une famille ou bien des amis. Donc, tous ces membres-là doivent travailler dans l'intérêt de notre pays et non dans l'intérêt d'une formation des partis politiques. Moi, je vais toutefois dire, quand il s'agit même de la question du nouveau gouvernement, c'est de chercher un moyen sine qua non pour que notre pays soit sorti de l'honneur. C'était là donc les réactions de quelques citoyens relativement à la formation du deuxième gouvernement de la 7e République. Plus de 2 mois après l'apparition de la fièvre de la vallée de Rift dans les districts de Tassara et Tintabaradan, c'est dans la région de Tawa où plusieurs victimes ont été enregistrées. Les responsables des 2 ministères concernés étaient face à la presse ce vendredi pour faire le point. Il s'agit du ministère de la Santé publique et celui de l'élevage. Selon les représentants des responsables de ces 2 ministères, la situation est sous contrôle. Le point avec Nasser Dantoufo et Nasser Sedou. Une fois de plus, le ministère en charge de la santé publique et celui de l'élevage étaient face à la presse. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rifta qui sévit dans les districts sanitaires de Tintabaraden et de Tassara dans la région de Tawa depuis le mois d'août 2016 où elle a fait plusieurs morts. À la date du 19 octobre 2016, la situation se présente comme suit. 130 cas enregistrés, dont 30 décès, soit une létalité de 23%. Il convient de préciser que depuis le 1er septembre 2016,
Un centre de prise en charge a été ouvert à Tintabraden pour faire face à cette situation. Avant l'ouverture du centre, il y a eu 43 cas dont 19 décès, soit un taux de létalité de 44,18%. À l'ouverture du centre, à la date du 19 octobre 2016, 87 cas ont été enregistrés, dont 11 décès, soit une létalité de 12,64%. De ces 87 cas pris en charge par le centre, 57 sont totalement guéris et 19 suivent actuellement les soins. À la semaine 41, du 10 au 16 octobre, 22 nouveaux cas ont été enregistrés avec malheureusement un décès. Comme on le constate, depuis l'ouverture du centre de prise en charge, le nombre de décès a significativement diminué. Cette situation peut s'expliquer par le recours précoce au centre de soins, la détection précoce des cas et l'amélioration de la qualité de la prise en charge. À ce point de presse, il a également été rappelé le respect des mesures pour contrecarrer cette maladie. Appel à la population pour se présenter au service de santé dès l'apparition des premiers signes, à savoir entre autres forte fièvre brusque, maux de tête, douleurs musculaires, pour recevoir le traitement approprié. Ce traitement gratuit s'est avéré efficace depuis l'installation du dispositif de prise en charge au niveau de nos formations sanitaires. Nous réitérons notre appel à l'endroit de la population pour le respect des mesures suivantes. Limiter les déplacements des animaux des zones infestées vers les zones non infestées et vice-versa. Faire bouillir le lait avant consommation. Éviter les contacts directs avec les animaux malades. Enfouir avec précaution les cadavres d'animaux morts. Déclarer au service vétérinaire toute situation inhabituelle au niveau du cheptel. Recourir au service de santé le plus proche dès l'apparition des premiers signes de la maladie. D'ores et déjà, une équipe de l'Institut Pasteur de Dakar est sur place depuis le 10 octobre 2016 et une autre équipe de la FAO pour apporter son appui au service vétérinaire. 8 ambulances et 8 motopompes remarquables, c'est la composition du don du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGR C2U à la Direction générale de la protection civile. C'était ce matin. Un geste qui vient ainsi renforcer la capacité d'intervention de cette direction dans sa mission de la protection civile. Faisons le point avec Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain a été mis en place suite aux inondations de 2012. Aussi, pour venir en appui à la Direction générale de la protection civile, le PGRCDI lui a fait don de plusieurs ambulances et motopompes remarquables. Le présent appui du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain à l'une des structures clés de mise en œuvre du PGRC est composé de 8 ambulances tout-terrain pour un coût de 365 109 602 francs CFA et 8 motopompes remarquables. La Direction générale de la protection civile, qui a pour mission, entre autres, la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les effets néfastes des catastrophes, a bénéficié au titre du projet, pour l'année 2016, d'un décaissement s'élevant à 2 218 586 395 francs, composé de véhicules pick-up, de motos tout-terrain, des engins d'épuisement, du matériel informatique et des ambulances objets de la présente cérémonie. Le directeur général de la protection civile, le colonel Bako Boubacar, exprimé sa satisfaction ainsi que ses attentes vis-à-vis du PGRCDU. Au coordonnateur du projet, je me permettrai de rappeler ceci, que lorsqu'on a élaboré le programme des activités, elles ont été listées. Elles ont été budgétisées. Budgétisées en 2013, exécutées en 2015 et 2016, sur une base de programmation financière, on peut se retrouver en 2016 au-delà des montants prévus. Mais puisque les activités programmées ne sont pas terminées, je crois que même si le montant devrait être dépassé,
nous pouvons prétendre à l'exécution de toute la programmation prévue pour qu'il y ait la cohérence de tout le dispositif et que les unités du groupement national de sapeurs-pompiers aient un renforcement des capacités totalement achevé et cohérent. Je me réjouis des efforts qui sont faits pour accompagner les structures de secours, en particulier le groupement national de sapeurs-pompiers. Il est à noter que cette remise d'ambulances et de motopompes remorquables s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de week-end.